Mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à Mon podcast IMO, le seul podcast en France et en français, quotidien 7 jours sur 7 sur l'immobilier et sur l'actu de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série. On va s'intéresser aux réseaux sociaux, à la communication digitale avec Julie Doirin. Bonjour Julie. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous. Alors, Julie, vous êtes vraiment une spécialiste de l'immobilier et de la communication digitale sur l'immobilier. Vous avez une société que vous avez montée il y a quelques mois qui s'appelle Realtech Arty, une boîte de conseil en immobilier. Et puis surtout, vous êtes une influenceuse, pour ne pas dire l'influenceuse numéro 1 de l'immobilier sur Instagram, avec plus de 600 000 personnes qui vous suivent. C'est un très beau score, surtout dans ce secteur. Et justement, aujourd'hui, on a décidé ensemble d'avoir une petite discussion là-dessus. La question est, pourquoi les patrons de l'immobilier et les grandes boîtes de l'immobilier n'utilisent pas toujours très bien les réseaux sociaux? Quel est le constat que vous avez fait, Julie? Si on revient sur la naissance des réseaux sociaux, finalement, c'est quand même relativement récent. Ça date de 2002 jusqu'à nos jours, avec aujourd'hui une dizaine de réseaux sociaux. Et concernant l'immobilier, et notamment les dirigeants, le premier constat, c'est que quand les réseaux sociaux ont été lancés en 2002, donc on a attaqué par LinkedIn, qui était un réseau social plutôt corpo. Et puis, par la suite, on a eu Twitter, et les dirigeants se sont d'abord tournés vers ce type de réseaux sociaux qui sont plus ce que j'appelle des réseaux corporate, tournés sur le recrutement ou sur la prise de position, d'idées. On est dans une dynamique finalement philosophique au détriment des réseaux sociaux qui sont plus visuels. Donc là, je pense à Instagram, je pense à Facebook, je pense à Snapchat, je pense à Pinterest, qui, eux, sont arrivés sur le marché aux alentours de 2004, 2005, 2006. Mais des réseaux comme Snapchat, c'est un truc assez jeune quand même, c'est un genre qui cible pas mal les jeunes. Ça peut être utile dans le secteur de l'immobilier? Bien sûr, il ne faut jamais laisser de côté la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis également enseignante à l'ENSMI, donc une école de management immobilier. Moi, j'ai des étudiants qui ont entre 20 et 25 ans et qui sont nés avec les réseaux sociaux et qui, notamment pour les recrutements, sont très friands de Snap et de TikTok. Alors d'accord, ça je comprends bien. Vous me parlez de vos étudiants, mais le truc, c'est que les patrons de l'immobilier, ils sont pas forcément digital natives, comme on dit. Ils sont pas nés avec un smartphone entre les mains et avec ces réseaux sociaux. Ils les utilisent pas forcément tous. C'est peut-être ça le problème. Alors, c'est quoi la solution, du coup, maintenant qu'on a vu le problème? C'est quoi? Ce serait de prendre des community managers? C'est de suivre des formations pour apprendre à s'en servir soi-même? C'est quoi le mieux? La dynamique générationnelle, bien évidemment, elle pèse dans la balance sur cette utilisation des réseaux sociaux. Tous les patrons de l'immobilier ne sont pas entre 50 et 70 ans. Vous avez des patrons de l'immobilier de ma génération qui ont entre 35 et 45 ans. Alors effectivement, on n'était pas des Internet natives. Il y a également des patrons aujourd'hui qui ont entre 25 et 35 ans et qui, eux, ont cette capacité d'utilisation du digital que nous n'avions pas. Les plus anciens ont fait appel à des community managers, ce qui est, à mon sens, une erreur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'authenticité n'est pas là et que finalement, la cible ne se reconnaît pas dans ce mode de communication. C'est toujours très corporate. Alors, vous avez deux types de profils pour nos dirigeants immobiliers. Il y a ceux qui font appel à des community managers à 100% et qui finalement n'ont pas de profil professionnel, entre guillemets, nominatif. Ce qui, là, pour la peine, n'embarque pas la communauté. Alors, ça ressemble à un catalogue et on remarque que c'est des communautés vraiment très, très pauvres et en nombre de followers et en nombre d'interactions. Et puis, vous avez des patrons, et là, je pense notamment à certains patrons de franchise et puis à la nouvelle génération de patrons. Ils ont compris que il était nécessaire d'avoir un profil à leur nom et ils nous embarquent, en fait, dans leur vie de dirigeant. Et là, le résultat est sans appel. Donc, une communauté forte, un taux d'engagement fort, et on les suit dans leurs déplacements, on les suit lors des grands événements de leur marque, mais on les suit également dans leur vie quotidienne quand on les voit sur une moto, quand on les voit effectivement préparer une convention. Et ces posts, en fait,
où ces stories génèrent le plus de réactions. Ils ont tout à fait compris qu'il fallait en fait raconter, storytelliser leur vie de dirigeant immobilier. En fait, le mot-clé, hein, vous l'avez employé, Julie, c'est l'authenticité. Et vous-même, lorsque vous disiez, c'est vrai que moi je le constate tout le temps, lorsqu'on voit ça peut être des franchises, des indépendants, peu importe, mais des agents immobiliers ou même des promoteurs et autres, hein, qui se retrouvent sur Instagram, même sur Twitter d'ailleurs, et qui créent un compte au nom de l'entreprise, avec le logo de l'entreprise. Finalement, vous parliez de catalogue, et c'est vrai que c'est ça. Ils vont poster des annonces, mais c'est pas forcément là-dessus qu'on va chercher des offres. Et effectivement, ça fait très vite catalogue ou publicité. Or, sur Instagram, on est bien d'accord, ce qu'on attend, c'est de voir un petit peu de vie réelle ou supposée réelle des gens. Ce qu'on attend sur Instagram, c'est la vie au quotidien, c'est le behind the scene. Ce qu'ils ont envie de voir finalement, enfin ce qu'ont envie de voir les communautés, c'est comment on met en place un réseau, comment on forme tous les consultants immobiliers, comment on prépare une convention. Ils sont extrêmement friands de ces moments qui sont cachés depuis un certain temps. Alors pas cachés volontairement, hein, c'est juste qu'on imaginait que ça allait pas passionner les foules. Et en fait, Alors qu'en fait, si. bien sûr, Il faut montrer les coulisses, finalement, il faut montrer ce qu'on n'a pas le temps de montrer à d'autres moments. Ça permet peut-être aussi d'expliquer puis d'humaniser un petit peu les choses. Et là-dessus, je voulais aussi avoir votre avis sur un petit détail. Lorsqu'on dit qu'il faut montrer un petit peu les coulisses et montrer sa vie, vous avez pris l'exemple de la moto, etc. Alors, est-ce qu'il faut tout montrer? Est-ce qu'il faut se montrer vraiment de manière extrêmement naturelle? Ou est-ce qu'il faut essayer d'en mettre plein les yeux, plein la vue des gens qui vont regarder? faut un juste milieu. Quand on prend les comptes de nos dirigeants français, puisque votre podcast concerne les dirigeants français, ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, il y avait cette facilité à avoir des profils en fait, j'ai réussi, je vais en vacances dans telle île paradisiaque, je vais dans tel type de restaurant, et ça donne une mauvaise image au niveau de la communauté, hein, qu'il s'agisse de personnes qui ont envie de venir travailler dans l'immobilier ou nos propres clients, parce qu'on a aussi des clients sur Instagram. Donc, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est effectivement plus d'authenticité et de naturel. Je poste très rarement des moments où je suis dans des conventions et avec une coupe de champagne ou ce genre de petites choses. Ça arrive, hein, c'est le métier. Et j'ai plus tendance à poster, bah voilà, je prépare un déplacement, voilà ma valise, j'ai une paire de baskets parce que je vais me lever à 4 heures du matin. Et ça les embarque dans l'histoire d'une convention, d'un événement, d'une préparation de formation, et ils se disent, mais finalement, elle a une vie comme la nôtre. Faut se montrer tel qu'on est, c'est pas la peine d'essayer d'en rajouter, pas la peine d'essayer de faire envie non plus, parce que c'est pas ça qu'attendent les gens. Le côté coulisses et puis raconter des histoires, moi je suis assez d'accord. On a presque terminé, Julie. Il y a un autre point qui est très très important sur la publication. On a dit tout à l'heure, hein, vous avez 600 000 abonnés sur Instagram. C'est un chiffre assez important. Comment est-ce que une des recettes, on aura l'occasion d'en reparler hein, lors d'un autre podcast, mais là comme ça, pour dire un petit mot, la régularité, c'est super important, on est d'accord. Poster une ou deux fois par mois quand on y pense ou quand on se dit tiens, j'ai le temps, ça sert à rien. C'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau. Il faut être beaucoup plus régulier, mais il faut que ça reste un plaisir. Alors attention, on est quand même sur un sujet qui tend à éduquer la communauté. Donc, faut pas non plus les inonder tous les jours de publications. Il y a quelques comptes qui sont extrêmement suivis. Enfin, ils sont plus mondiaux d'ailleurs que français. Ce qu'on peut en ressortir finalement, c'est poster 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est le minimum syndical. Et puis, on peut aussi s'amuser avec les stories. Moi, j'avoue que j'étais pas très story au démarrage. Et quand j'ai pas le temps de poster, puis parce que j'ai pas voulu mécaniser les posts, parce que je me laisse une ouverture sur l'actualité. Donc, en général, la communauté, elle a été fidélisée. Elle sait qu'il y aura 2 à 3 publications sur la semaine. En général, elles sont soit à 9 heures, soit à 18 heures. Donc, ils ont cet automatisme d'aller voir ce qui se passe sur le compte. Et puis, quand ils voient que je poste pas, ils ont quand même une indication sur les stories. Bah là, je suis en déplacement. Ou là, je prépare quelque chose. Ou là, je suis sur l'écriture de mon livre. Donc, en fait, on ne perd jamais le lien. Mais poster moins régulièrement, ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu une story super bien sur votre compte l'autre jour. Très, très intéressante. Vous disiez, je prépare un podcast avec mon podcast IMO. Je me suis dit, ça, c'est pas mal. J'aime bien faire des teasings, toujours. Parce qu'ils savent où aller chercher l'information. Ils savent que ça va arriver.
Et ils sont pas surpris. Quand on prépare des grands événements, qu'ils soient journalistiques, que ce soit des podcasts, que ce soit le fait qu'on soit invité à un super événement immobilier, faut toujours commencer à préparer le terrain pour qu'ils soient dans l'attente. Je vous coupe parce qu'il ne faut pas en dire beaucoup plus non plus. On aura l'occasion de se retrouver pour que vous nous expliquiez comment vous êtes passé de 40 000 à 600 000 followers sur Instagram. Donc, on ne dit pas tout maintenant. On aura l'occasion de se retrouver aussi sur mon podcast IMO. Merci en tout cas beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Julie Doirin. Si je résume, pour les dirigeants de l'immobilier, il faut utiliser Instagram, pas uniquement LinkedIn et Twitter. Il faut publier régulièrement, minimum 2-3 fois par semaine. Ne pas oublier les stories. Ne pas utiliser tout ça comme un catalogue pour son entreprise, mais peut-être plus avoir un compte personnel à son nom qui va raconter un petit peu les coulisses, la préparation des conventions, l'ouverture de l'agence, la signature d'un dossier et que sais-je encore, peut-être la visite aussi d'un appartement, la découverte, montrer un petit peu tout ce qu'on ne voit pas habituellement. On se retrouve bientôt avec mon podcast IMO avec vous, Julie Doirin. Je rappelle que vous avez 600 000 followers sur Instagram. Vous connaissez très bien l'immobilier et le marketing digital dans l'immobilier. À bientôt. À très bientôt. Mon podcast IMO.